Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis Marie Guillemot, je suis présidente du directoire de KPMG et je suis ravie de vous accueillir ce soir dans ce bel amphi, déjà très chargé. Vous êtes très nombreux et j'en suis ravie. Vous êtes également très nombreux en ligne. Et nous allons donc ouvrir dans quelques minutes la première conférence du cycle, Le sens et l'action, qui vient d'être lancée par le C3D. Et je remercie Fabrice Bonifay de nous faire l'amitié d'avoir choisi les locaux KPMG pour lancer ce premier cycle. Et donc ça nous permet de vous recevoir avec beaucoup d'enthousiasme. Alors le sens et l'action, j'allais dire, tout est dit ou presque, hein, puisque le sens qui nous mobilise ce soir, qui nous mobilise aussi au quotidien, eh bien, c'est celui d'engager toutes ces transformations profondes, parfois confrontantes aussi, vers des modèles d'affaires eh bien, plus vertueux, plus durables. Et c'est le sens qui vous mobilise également au quotidien dans toutes les entreprises que vous représentez. Et puis l'action, bien sûr, parce que concrètement, parce que urgemment, il va nous falloir engager des transformations, des mutations, parfois drastiques, parfois à contre-courant, parfois avec controverse. Et on est là pour en débattre aussi. Et ça résonne parfaitement avec le sens que l'on s'est donné chez KPMG en tant que cabinet, en tant qu'entreprise à mission aussi, eh bien, d'accompagner l'ensemble des transformations dans l'économie, dans la société, auprès de nos clients. Et on est fiers, et je parle au nom des 12 000 collaborateurs et talents de KPMG, eh bien de pouvoir être auprès de vous, auprès des nombreuses entreprises qui sont justement confrontées aux très grands défis. Alors le défi, c'est celui de la décarbonation, c'est aussi celui de l'acceptabilité sociale. Et on sait à quel point l'actualité nous rappelle ce double impératif. Alors j'ai beaucoup de plaisir à vous accueillir, beaucoup de plaisir à laisser bientôt la parole à des débats éclairants, passionnants. Vous êtes tous là pour ça et on a la présence exceptionnelle de Jean-Marc Jancovici ce soir. Et nous allons pouvoir justement trouver l'inspiration, le courage, l'exigence aussi d'une action réaliste et d'une action à même de faire changer les choses. Donc tout de suite, c'est Céline Puff que je vais inviter à prendre le relais ici pour pouvoir animer cette soirée. Très belle conférence à toutes et à tous. Bonsoir, merci d'être si nombreux dans cette salle et encore plus nombreux, paraît-il, en live sur LinkedIn Live. Je suis Céline Puff-Ardishvili, Look Sharp, et Le Sens et l'Action. J'ai le plaisir d'animer ce podcast depuis bientôt 3 ans, grâce à la confiance du Collège des directeurs du développement durable qui m'a confié cette mission. Donc j'ai pu prolonger les discussions avec des membres, mais aussi des sachants à l'extérieur du C3D qui sont venus nous éclairer, nous donner des perspectives, nous remettre du sens pour nous placer dans l'action. Donc, je suis très heureuse d'annoncer, effectivement, comme Marie nous l'a précisé, cette toute première conférence qui vont s'inscrire dans un cycle, donc il y en aura d'autres. Watch this space, comme on dit. Le but de ces conférences, c'est vraiment de nous aider, en tant qu'entreprise, à resynchroniser nos modèles dans les limites planétaires. Donc on va parler carbone, mais pas que. Avant de démarrer, de rentrer dans le vif du sujet, on m'a demandé une petite intro pour chauffer la salle avant que Jean-Marc ne monte. J'ai une petite précision technique à vous annoncer. Connaissez-vous Pigeonhole ? Personnellement, je ne connaissais pas. C'est un outil, donc il va vous falloir flasher ce QR code afin de poser des questions ou de liker des questions en ligne pour pouvoir les poser à la fin de l'intervention à notre invité. Il y aura 3 questions, des questions du public, et les questions qui seront posées seront les questions les plus likées. Donc ce n'est pas la peine de demander l'âge du capitaine, vous pouvez trouver ça sur Internet, poser des questions qui vous concernent, évidemment, qui concernent vos entreprises, et Jean-Marc Jancovici sera très heureux d'y répondre. 3 questions, donc votez bien, c'est important, c'est efficace et démocratique.
Donc pour démarrer ce cycle de conférences, le C3D, qui mûrit longtemps mais qui agit très vite et fort, a dit on va frapper un grand coup, on va faire de l'inédit, ça va être du jamais vu, on va inviter Jean-Marc Jancovici. Alors, Jean-Marc Jancovici, heureusement pour nous, il est très présent. Vous le voyez un peu partout. Quand on ouvre un journal, les bons, bien sûr. Quand on regarde la télé, Internet, on voit Jean-Marc Jancovici. C'est à se demander s'il a des clones. Moi, je pense que c'est un homme qui défie lui-même les règles physiques, les lois de la physique. Donc ça, c'est fort. Donc vous l'avez déjà entendu un peu partout. Mais pour les passionnés, les fans absolus, les insomniaques, il y a absolument tout Jean-Marc Jancovici sur Internet. Vous avez des centaines d'heures de cours des mines. Vous avez un site Internet qui s'appelle jancovici.com. Et oui, ça existe, c'est pris déjà. Et il a même des mèmes. Moi, j'adore, quand je suis déprimée, mais que je veux quand même du sens, je regarde les mèmes de Jancovici. Je trouve que c'est génial. Je ne sais pas qui est la personne qui les fait. Ils sont très bons. Là, j'ai eu du mal à choisir. Si vous êtes ici dans la salle et encore plus nombreux en ligne, c'est que vous en voulez encore, c'est que vous en voulez toujours plus. Et vous avez raison. Alors, on va lui donner le temps de creuser des sujets, je vous assure. Après, je me tais. C'est lui qui parle. Mais en attendant, ma mission pour dans 10 ans, ce serait... J'y ai réfléchi, ma mission pour dans 10 ans, ce serait de donner envie aux petites filles qui sont aujourd'hui à l'école d'entamer des études supérieures en ne se disant pas « je veux être ingénieur pour répondre aux problématiques de mon temps, mais moi aussi je veux faire du Janco ». Donc être super fort. Donc ce soir, blague à part, la mission du C3D, la mission de The Shift Project et ma mission personnelle, c'est de vous inviter à l'action. Alors, une gageure, comme on dit. Comment peut-on inviter à l'action en recevant Jean-Marc Jancovici, alors qu'il a déjà tout dit et que l'action... Bon, voilà, challenge supplémentaire, comment faire différent quand on est l'honorable intervieweur et qu'on a déjà eu toutes les interviews. Donc je ne les ai pas toutes regardées, mais il y en a beaucoup. J'y ai beaucoup réfléchi. Je voulais faire original, donc déjà, pour commencer, vous n'aurez pas de portrait de Jean-Marc Jancovici. C'est bon, on économise 30 minutes. Mais il va quand même bien falloir l'interviewer. Je voulais faire rigolo, mais profond, mais Swan Périssé l'a fait. Là, je l'ai regardé en entier. McFly et Carlito l'ont fait aussi. Donc je voulais vulgariser, mais en étant précise. Mais Hugo Décrypte l'a fait. Je voulais faire sérieux, mais ça, l'hémicycle l'a fait. Donc voilà ce que je vous propose. Je vous propose un voyage dans le temps. Carbone et limites planétaires au cœur de l'économie. Ça, c'est de la science-fiction. Il y a un point d'interrogation, donc on n'est pas sûr. Et là, vous vous dites, le voyage dans le temps, on y est déjà. Parce que là, vous la sentez, la vibe années 80 les trucs comme ça. Et ouais, c'est un petit pull époque Anne Sinclair, 7 sur 7. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais en arrivant, on m'a dit « Ah, c'est du Annie Blatt !» Et ouais, on en fait encore, et non. Sauf si maman veut lancer un business. Donc ça a bien tenu, c'était Cali à l'époque, parce que je vous signale qu'aujourd'hui, un pull qui pluche pas, c'est de la science-fiction, mais à l'époque, ça existait, la preuve. Blague à part, années 80-90, c'était pas le Moyen-Âge. 338 ppm, ce petit chiffre-là. ppm, partie par million, c'est un petit code pour les fous du développement durable, de l'écologie, du climat. Ça veut dire en fait le taux de CO2 dans l'atmosphère. Aujourd'hui, petit sondage dans la salle et ailleurs, on est à combien? Là, on se tait, vous savez, derrière, canon, vous savez? Ouais, 421. Bon. Bref, on savait que ça allait chauffer. Et on a fait quoi depuis? On a fait des exponentielles. Je ne suis pas ingénieur, mais une courbe comme ça, c'est des exponentielles. Et il y en a plein. Sur jancovici.com, vous en trouvez plein des courbes comme ça. Je me suis dit, je fais un slide avec les courbes. Non, ce n'est pas la peine. Vous allez sur le site, ça fera des... Voilà. Donc, et au passage, on a explosé aussi la biodiversité, les limites planétaires, etc. Bon. C'est le passé. Voilà, c'est fait. Maintenant, comme on dit, il faut être positif, il faut aller de l'avant. Donc je vais vous amener, si vous le voulez bien, dans un voyage dans le temps vers le futur. Au pire, ça marche. Voilà. Rappelez-vous, Evelyne Delia. Evelyne Delia, elle a essayé le voyage dans le temps. Elle vous a fait... elle a essayé l'électrochoc, elle a voulu faire des températures 2050. Bon, manque de peau, la météo est en avance, donc ça, c'est pas cool. Mais Jean-Marc Jancovici, le voyage dans le temps, ça n'a pas été fait. Tu confirmes, ça n'a pas été fait? Jamais. Bon, très bien. Ce soir, je règle la machine à voyager dans le temps au 30 janvier 2034. Dans 10 ans.
Pourquoi pas 2050, vous allez me dire? Parce que 2050, c'est la mode, hein, on rase gratis en 2050, vous avez remarqué. La neutralité carbone en 2050, tout le monde est d'accord. Bon, il y a des renégats qui disent 2060, et puis il y a des faillots qui disent « Ah, moi, 2045, je serai prêt ». Bon, en attendant, tout le monde parle de 2050, Paris 2050... Il y a Bruce Toussaint qui nous a fait sur BFM 2050, ouvrons les yeux. J'ai ouvert les yeux, vous aussi, je suis sûre. Bon, moi, je prends 2050 dans 10 ans. Pourquoi 10 ans? Parce que Patrick Bruel. Non, ok, vous n'avez pas la ref non plus. Enfin, les jeunes en tout cas, peut-être. Non, dans 10 ans, la plupart d'entre nous seront encore en activité. Moi, je serai encore en activité. Jean-Marc, si tu te dédoubles, tu seras peut-être encore en activité. Ce serait bien pour nous, en tout cas. Mais en tout cas, les feuilles de route de nos entreprises en 2050, on ne va pas se la raconter. Vous ne serez pas là pour la vérifier. Vous savez très bien. Donc aujourd'hui, on est à un tournant, on vous le dit, on vous le répète, finalement on l'oublie, mais écologique, sociétal, économique, politique, on est à un vrai tournant. Jean-Marc Jancovici dit souvent, et je lui pique comme ça, il dira autre chose, la démocratie est née dans un monde en croissance. La croissance vient des énergies fossiles bon marché, les énergies fossiles bon marché, ça ne va pas durer. Quand ça ne dure pas, il y a contraction, la contraction donne le populisme. Et le populisme, ce n'est pas de la science-fiction. Ma mission ce soir, vous déprimer. Non, je rigole. Avec Jean-Marc, c'est impossible. Ce soir, on va faire des choses. Parce qu'on peut faire des choses. On peut faire des choses dans les urnes, on peut faire des choses avec sa carte bleue, on peut faire des choses dans son entreprise. Ici, il n'y a que des décideurs, on est d'accord? Donc, on va se galvaniser un peu. J'espère qu'on va pouvoir démontrer ce soir qu'on peut le faire. Donc voilà. Pourquoi 10 ans? Parce qu'en entreprise, 10 ans, c'est à la fois du temps pour agir et en même temps, comme on dit de nos jours, c'est demain. Donc voilà. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, ou ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, se verra dans 10 ans, dans 100 ans, et bien après. Et si on faisait ce qu'il faut pour infléchir la tendance? On va parler ce soir du « et si », d'où la projection. Et si on l'avait fait, on serait où? On en serait où? Projetons-nous dans 10 ans. Est-ce que vous êtes prêts pour le voyage? Merci. Alors voilà, on est dans 10 ans, 2034, rassurez-vous, vous n'avez pas pris une ride. Et avec la symphonie de 2001 au lycée de l'espace, outre remarquer que bien sûr nous n'aurons pas le métal pour faire des vaisseaux pareils et qu'on n'aura plus de fuel pour les envoyer partout où on comptait les envoyer, vous avez bien sûr pris le temps de télécharger Pigeon Hole, je ne le redirai pas. Donc, 2034, il y a 10 ans c'était 2024, c'est QFD. Merci, c'était pour voir pour si vous suiviez. 2024, on n'était pas rendu. Pour rappel, en juin 2023, rapport annuel du Haut Conseil pour le climat, auquel Jean-Marc Jancovici participe activement, soulignait que la France, avec ses petits 1% d'émissions carbone planétaires, la France n'était pas prête pour le changement climatique en cours. Et je ne suis pas là pour faire du French bashing. Personne n'était prêt en vrai. On m'a demandé de faire un petit rappel de là où on en était il y a 10 ans. Donc, je vais vous rafraîchir la mémoire, un petit coup de macro comme ça. Fin 2023, on va très vite, la COP28, la fameuse conférence des organisations pétrolières à Dubaï. Chaud, hein? Et ils étaient contents, regardez. Ils étaient contents avec le petit marteau, là. Ils ont dit, ouais, il y aura plus d'énergie renouvelable pour ne rien changer à nos modes de vie. Et avant même que le petit marteau ne retombe, ils avaient entériné le fait qu'on allait engager de nouveaux forages et de nouvelles exploitations pétrolières, partout. Et la COP29, ça a été du même métal, no comment. Et à cette époque, tout le monde bloquait. Hein. Les membres du G20 qui ne voulaient pas être les seuls à être pointés du doigt, c'est pas moi, c'est l'autre. On se tirait la bourre au jeu du prisonnier où tout le monde perdait. Les pays dits émergents réclamaient de l'aide pour émerger, pour faire leur propre transition et adaptation. Et les pays riches, ils traînaient des pieds. Au lieu d'allouer les moyens, ils pointaient leurs futures responsabilités. C'est vachement fort, au lieu de considérer leur propre responsabilité historique à eux. Ambiance. Le monde a vraiment changé. Je vous passe la guerre. Russie-Ukraine qui s'enfonçait, conflit israélo-palestinien. Bref, on n'était pas du tout dans un monde plus serein, pas de lumière à l'horizon. Les équilibres étaient en train de bouger dangereusement. 6 nouveaux pays dans les BRICS. On parlait du Global South, un vrai contrepoids à l'ordre mondial dominé par l'Occident jusqu'à présent. On était sortis du binaire. La complexité ne faisait qu'augmenter. Et au niveau social, les inégalités explosaient. Les 1% les plus riches de la planète voyaient monter leurs revenus de manière
continue, je n'ai pas dit exponentielle, pardon, je ne veux pas exagérer, mais continue, sans discontinuer depuis les années 90. Et à l'autre extrémité de l'échelle, c'est l'inverse. Coucou le ruissellement inversé. Conséquence des inégalités au sein des sociétés, outre les grognes, de plus en plus fréquentes et partout, des grandes disparités, qui fait qu'au niveau de l'accès des soins et de la santé, on allait mettre des gens pour des générations et des générations dans le piège de la pauvreté. Environnement, je vais très très vite, ça n'allait pas bien du tout, les sols, les océans, les glaciers, les forêts, les polluants éternels, l'air, la santé, la fertilité, le QI même, il paraît. Maintenant, on livre de l'eau par bateau, un peu partout, au plus offrant sans doute. Et la transition énergétique, la quoi ? L'empilement énergétique. Je vous invite à lire ou relire Jean-Baptiste Fressoz, historien des énergies, qui a sorti son bouquin justement en 2024. Bref, comme dirait François Gemène, le gourou du climat et des migrations, cocktail explosif. Mais, il y avait des trucs bien aussi dans ces années 2024, 2025, etc. Il y avait des très bons signaux qui ont sans doute engagé des États et des entreprises, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, à basculer. Le pacte vert européen, un peu détricoté. On en est au crop top là. Bon, mais quand même, c'était un signal, une impulsion. La CSRD, la CSDDD, jolis acronymes, mais qui voulaient dire qu'on va vers un reporting extra-financier digne de ce nom, vers de la transparence, vers le devoir de vigilance qui oblige les entreprises à être responsables de leur chaîne amont. On a adopté la double matérialité, camouflée pour l'ISSB, feuilleton sans fin 2023-2024. Les entreprises ont enfin mis en place des trajectoires de réduction d'empreinte carbone sérieuses, c'est-à-dire sur les 3 scopes. Coucou, s'il y en a qui se sont endormis, on est dans la science-fiction. Donc ce que je dis là, c'est ce qu'on devrait faire. Mais bon, bref, parenthèse. On se projette, voilà. On dirait qu'on aurait, comme disent les enfants, on dirait qu'on aurait, et là je vais rappeler les vœux de Fabrice Bonifay, le président du Collège des directeurs du développement durable, ses vœux 2024, on dirait qu'on aurait redéfini le véritable progrès. Je lis pour ne pas trahir ces mots. On dirait qu'on aurait aujourd'hui un monde qui dépollue ses rivières, qui déplastifie ses océans, qui décarbone ses industries, qui améliore la qualité de l'air, qui restaure la biodiversité, qui éradique la misère en répartissant mieux les revenus, qui prévient les maladies avant de vouloir les soigner, qui crée de la valeur, qui ajoutée économique sans détruire la valeur écologique. Waouh, on dirait qu'on aurait fait tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire en 2024 pour qu'en 2034, on se dise « on a avancé tout ça » ? C'est ce qu'on va voir. On dirait qu'on serait en 2034 et qu'on inviterait Jean-Marc Jancovici sur scène à venir nous expliquer comment on fait. Pareil qu'en 2034, je suis à la retraite. C'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. Donc, en 2034, je suis pas là, moi, normalement. Je peux partir tout de suite, non ? Don't you dare. Non. On dirait que tu resterais un petit peu. Merci Jean-Marc d'avoir accepté cette invitation du C3D pour parler de l'économie en 2034. Alors, on va avoir... Moi, j'ai 9 questions, parce que je suis extrêmement bavarde. Ensuite, dans la salle et sur Pigeonhole, il y aura 3 questions. Et ensuite, je sais que tu veux nous parler, il y aura une question très, très, très importante qui concerne le Shift Project et l'importance des entreprises de venir soutenir les associations qui permettent justement d'aller... Non, pas les associations, le Shift Project. Du Shift Project. Que chacun s'occupe de ses affaires. Non, pardon. Absolument. Mais ça, c'est bien, c'est la solidarité, on est en plein dedans. Alors, Jean-Marc, on est 12 ans, je te rappelle qu'on se projette, après la sortie du PTEF, le plan de transformation de l'économie française. Il paraît qu'il y a peut-être une V2. Moi, j'aime bien teaser. Tu nous diras. Donc, 2034, on est en train de réussir cette décarbonation de l'économie, un truc de fou, inespéré. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire, une économie moins carbonée ? Question 1. Je commence par les bonnes ou les mauvaises nouvelles ? Allez, vas-y. Tu nous charmes à chaque fois avec les mauvaises. Alors, ça veut probablement dire une économie plus petite physiquement. Donc, une économie dans laquelle produire tout ce qui est physique devient de fait plus difficile. Ça veut probablement dire une économie dans laquelle le prix réel des objets a augmenté. Quand on parle de prix réel, c'est le temps qu'il faut travailler pour se le payer. Ça veut probablement dire une économie partiellement démondialisée par rapport à aujourd'hui. Donc ça veut aussi dire une offre de produits qui se restreint. Du reste, quand on parle de relocaliser l'économie, ça va aussi avec ça. La mondialisation, c'est quelque chose qui a permis de mettre tout à disposition partout. Ça veut dire une économie dans laquelle personnes et marchandises, parce qu'à nouveau c'est de la physique, vont moins vite, moins loin pour plus cher.
En gros, il y a quand même beaucoup de domaines dans lesquels, si on cherche à faire la description physique, on se rend compte que c'est... J'aime pas tellement le mot retour en arrière, mais enfin, il y a quand même une forme d'inversion. On ralentit au moins. Oui, une forme de décélération, par rapport à l'accélération qu'on a connue. Ça veut peut-être dire qu'il y a moins de gens qui travaillent à la défense, ça c'est quand même une bonne nouvelle, et qui ont besoin de s'entasser dans leur heure le matin. C'est probablement une économie dans laquelle il y a moins d'emplois de bureaux et plus d'emplois de gens qui doivent avoir une... Alors je dis pas que les gens qui travaillent dans un bureau, parce que j'en fais partie, n'ont pas de compétences techniques, mais enfin, plus de gens qui ont on va dire moins de gens qui gèrent la complexité. Chez KPMG, comme chez Carbone 4, du reste, on gère de la complexité, hein, on ne sert qu'à ça. Dans un monde qui se décarbone, on a un monde qui est moins complexe, et donc, de fait, on a moins besoin de ce genre de personnes. Carbone 4 à petit niveau, KPMG à plus gros niveau, c'est des supplétifs de la mondialisation et de la complexité de la mondialisation. Des problèmes que ça crée. En gros, c'est là que ça se situe, hein, le boulot. Donc c'est des métiers qui vont nécessairement dans une économie qui se serait décarbonée. Oui, mais on se projette positivement, tu te rappelles. Et qui se serait décarboné mondialement, parce que là, en l'occurrence, je parle d'entités qui sont mondiales. Ouais. D'accord. Ce qui du reste, j'y reviendrai peut-être après, peut être un motif d'étonnement. Je me suis longtemps demandé comment est-ce que les boîtes du CAC 40 pouvaient faire de plus en plus de résultats dans une économie physique française qui globalement se contracte. Mais en fait, la réponse, c'est la mondialisation, justement. Les résultats sont faits ailleurs. On va les faire ailleurs. Là où il y a encore des flux physiques en croissance. Donc, c'est globalement une économie qui a un peu, voire significativement décéléré. Ce qui est une autre manière de dire que je ne crois pas à la croissance verte. Merci de le dire. Et je peux tout de suite te le dire pourquoi, en faisant un tout petit peu de physique, si vous m'y autorisez.